Épisode 21. Siège. La semaine fila étrangement. On ne la vit pas passer. À la maison, l'épisode des lycéens avait creusé la plaie de l'absence de Jean. On n'avait aucune nouvelle, pas même rapporté, aucune preuve de vie. Rien qui indiquât s'il avait rejoint une des deux tristes cohortes, celle des Amoks ou celle de leurs victimes. En revanche, on s'habituait à la vie à quatre. Françoise avait définitivement emménagé avec nous, et mon père allait mieux, je le voyais. Je pense qu'il n'avait pas aimé nous jouer la comédie. Le soir, on rentrait de la maison familiale ensemble, à quatre, comme si nous devenions une famille. On parlait de Violette aussi, de la mère de Françoise, de ma grand-mère. Pas de la famille de Poitiers, ça nous semblait trop loin sans doute, presque inatteignable, inimaginable. Mais La Rochelle, Rochefort, c'était à portée de regard, presque à portée de main. En classe, Georges revint nous faire cours du mardi au jeudi, et cette fois, je tins mon rang de fidèle, de disciple et d'ami. Sans Bastien, c'était plus facile, il faut dire. Et puis, Blanchette avait obtenu gain de cause, elle nous avait rejoints. La conversation de Georges, sans cesse étayée par des livres, la passionnait. Nous formions un îlot à trois avec Hugo. Nous savions des choses que les autres ignoraient, à propos de la moque, et 2 ou 3 fois, elle parla de Romain Gary ou de Stefan Zweig pour voir si notre professeur percutait. Apparemment pas. Quant à Hugo, notre aventure en duo, que Blanche désapprouvait finalement, et notre triomphe final, incontestable aux yeux des copains et des plus petits, nous avait encore rapprochés. Ses confidences à propos de Julia aussi, tout comme la fin de ses allusions sur Françoise, puisqu'il n'y avait plus rien à cacher. Après les cours, on filait au jardin, que les adultes étendaient, travaillaient chaque jour. L'ensemble des champs et des potagers devenait impressionnant. Aucun doute. Dans 6 mois, à l'automne, on s'autosuffirait parfaitement. À l'automne. Pensée bizarre qui, selon les moments, m'emplissait de fierté ou d'horreur, nous devions envisager que les choses durent dans la solitude, mais nous en serions capables. De temps en temps, du côté des marais, on entendit le bruit d'une explosion. Hugo clignait de l'œil à mon attention, les grenades d'André et de Bastien se perfectionnaient, mais je pouvais m'empêcher de sourire moi aussi. Quelle frousse on avait donnée aux voleurs de bagues! Mais la mise au point accélérée de ces grenades relevait tout de même une chose inquiétante. Les barques ou embarcations devenaient un peu plus nombreuses chaque jour sur le Pertuis, au fur et à mesure que les incendies se déplaçaient de La Rochelle vers Rochefort. Comme s'ils avaient chassé une population de fuyards devant eux, tous ceux qui fuyaient la moque. Et parmi eux, certains, plus nombreux chaque jour, tentaient leur chance par la mer, essayaient de s'approcher. On mit à l'eau une barque à moteur, en plus du Zodiac, et les rondes des sentinelles armées se firent sur l'eau, de plus en plus souvent. C'était à double tranchant, impossible de cacher que l'île était habitée, avec ce manège, et impossible pour nous, en outre, avec le balai et le bourdonnement des moteurs hors bord, d'oublier que nous étions en danger, que l'extérieur, la contagion et le meurtre étaient une menace permanente. Le jeudi, Patricia et Eric, qui étaient sur le Zodiac, durent expérimenter pour la première fois les grenades, contre 2 voiliers qui approchaient et ne voulaient pas dévier leur cap, malgré les coups de feu de sommation. Les 2 explosions, spectaculaires, au ras de l'eau, soulevèrent des gerbes et furent convaincantes. Cela suffit pour cette fois. On espérait tous que ça durerait. Le vendredi soir, Eric et Chris annoncèrent qu'ils iraient de nuit jusqu'au port de Fouras pour voir si on pouvait récupérer du carburant. À ce rythme, on allait en manquer. Ils revinrent avant l'aube, sans encombre, avec une vingtaine de jerrycans pleins. De quoi tenir un siège. C'est ce qu'on faisait en réalité, et ça pesait sur nos esprits. À chaque tentative d'abordage, ça discutait à la maison familiale. Combien de temps tiendra-t-on ainsi? Fallait-il vraiment se fermer à tout arriver? Les 2 parties qui s'étaient constituées au moment de l'épisode de la barque approfondissaient leurs arguments, leurs désaccords. Tout semblait indiquer qu'il n'y avait plus de contagion, s'il y en avait eu, disaient mon père, Cyril et JP. Des gens étaient devenus fous, soit.
Ceux qu'il était devenus restaient infiniment dangereux. Mais ceux qui étaient restés sains, pourquoi ne pas accueillir quelques bras supplémentaires? Notre autosuffisance, l'équilibre humain de notre communauté était fragile, répondaient André, Patricia et 2 ou 3 autres. Et on n'était sûr de personne. Mais s'il s'agissait de sauver des vies et de gagner un peu de renfort, sur quels critères accueillir certains et pas d'autres, etc. Je trouvais que tous les arguments se tenaient. Un point décisif maintenait le statu quo. Pour l'heure, on n'avait jamais reconnu aucun des navigateurs. Ce n'étaient pas des gens ou des familiers de l'île sur les bateaux. C'en était presque étonnant. Et quand l'inverse surviendrait, un peu plus tard, ça changerait tout, de façon terrible. Simon fulminait, se demandait ce que foutait Camille. Il lui en voulait presque. Pourquoi n'avait-elle pas risqué l'aventure avec ses camarades de la barque? Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Jean était mort, ou fou. Sinon, il aurait tenté déjà la traversée jusqu'à nous. C'était un bon marin, et puis Eric et Chris avaient dit qu'il restait des bateaux au port de Fouras. Luna était d'accord avec moi. Nous en avions parlé un soir avec papa, et je crois qu'il pensait la même chose lui aussi. Mais tant que nous n'avions pas de preuves... Dans la nuit du samedi, nous endurâmes une sorte d'attaque. Un raid. 4 bacs à moteur arrivèrent à la nuit tombée, probablement depuis Rochefort, et cette fois, les sommations ne suffirent pas. Leurs occupants armés étaient déterminés à accoster. On tira en l'air. Les barques tournèrent autour de l'île avec la ferme intention d'aborder. Pendant la moitié de la nuit, à cause de l'absence de projecteurs, elles parvinrent à jouer au chat et à la souris avec le Zodiac et la barque de nos pompiers. Dans l'obscurité, il était sans doute trop dangereux d'utiliser des explosifs. On n'entendit la première grenade qu'au bout de 3 heures de ce manège, puis 2 autres. Mais le harcèlement continua. Prévenue par radio, par sifflet, puis d'une maison à l'autre, toute la population adulte et relativement jeune se porta au rivage. JP était venu chercher Françoise et papa, Caro les suivit. Pendant toutes ces longues heures, le long des côtes, sur nos plages et dans les batteries, avec des lampes, des lanternes, ils scrutèrent la nuit, s'assurèrent qu'aucun bateau ne parvenait jusqu'à la rive. Il n'y avait que quelques fusils, mais des dizaines de paires d'yeux. Nous, on était restés consignés chez nous, par prudence. Avec Simon et Blanche, on les attendit, assis sur la route, entre nos 2 maisons, à parler, supposer, redouter, commenter, chaque fois qu'une série de coups de feu éclatait, qu'un moteur se rapprochait de l'anse des coquilles, dans une nuit tiède, sous une lune très nette, très pure. On entendait de temps en temps les sommations ou des échanges de tirs. Ça paraissait irréel. Papa nous confirma le lendemain que ça avait tiré depuis les barques. On fit 1000 suppositions. Mais malgré la tentation et le pertuis si proche, on n'alla pas voir. On avait fait assez de conneries pour la semaine. Et puis là, ça ressemblait un peu à la guerre. Une affaire d'adultes. J'étais effrayée, même si je le cachais sous un air parfaitement serein. Qui étaient ces types? Des enragés? Des amocs? Blanchette était livide. Luna finit par suggérer à Simon qu'il se taise un peu, qu'il arrête avec ses hypothèses, que ça fichait la trouille à sa sœur. Finalement, les assaillants décrochèrent, vers 3 heures du matin. Au matin, Françoise ordonna qu'on patrouille le long de toutes les côtes, tant que la marée était basse, pour vérifier qu'il n'y avait aucune trace d'abordage. Cette fois, on eut le droit d'y aller. Une chose était claire, notre pique-nique rituel du dimanche midi était foutu, tout comme l'expédition qu'on avait prévue au fort L. L'après-midi, on se réunirait une fois de plus. En attendant, il fallait relayer les sentinelles les plus épuisées, et tout le monde allait essayer de dormir un peu. Comme le temps était splendide, après qu'on eut fait une courte sieste, on dressa une table dehors. Papa et Françoise invitèrent Caro à se joindre à nous. C'était un brunch du dimanche, plus tardif et élargi, mais les circonstances avaient été exceptionnelles.
Avec Simon, on alla en vélo chercher la ration à laquelle on avait droit pour les 2 familles. Aline n'avait pas déserté ses gamelles, malgré la nuit de veille. Son endurance et sa constance étaient sans faille, depuis des semaines, et reposaient sur une conviction viscérale. On réfléchit, et on agit mieux, le ventre plein. Elle nous demanda: « Alors, ça va les gamins? Vous avez pas eu peur ?» « Si, répondis-je, carrément. » Simon me dévisagea, stupéfait de cet aveu. Aline rit, elle dit: « Comme nous tous! Ah, ça fiche plus la trouille que toi, lycéen en vadrouille, hein, pas vrai ?» J'opinais du chef, un peu vexé quand même qu'on rabaisse notre exploit du lundi précédent. Elle nous rajouta 2 louches de rab, ferma nos gamelles. « Mais t'en fais pas, Apoléon, ils se casseront les dents comme les précédents. On tient le coup depuis les Vikings, pas vrai ?» C'était historiquement aberrant, mais exactement ce que nous avions besoin d'entendre. Alors, j'approuvais. Quand on revint, Caro et Françoise bavardaient. Leurs visages au soleil presque blanc avaient la douceur des grandes fatigues. Leur voix était sourde, presque un murmure, comme si on avait épuisé tout le vacarme du monde cette nuit, comme si elles redoutaient de le réveiller. Papa était allé avec les filles chercher quelques huîtres sauvages avant que la marée remonte. Ils revinrent aussi avec des poignées de salicornes, de roquettes et de poireaux sauvages. On cuisina tout ça, on réchauffa notre repas sur le feu. C'était doux, tendre, un répit. Cyril et sa femme passèrent, avec Hugo. Ils avaient choisi d'aller se promener en famille, après ça, mais on les invita, on rajouta une table. Bien sûr, on parla des événements de la nuit. Simon profitait de la présence des responsables de l'île rien que pour nous. Il posait des questions, émettait des hypothèses, demandait comment on allait pouvoir durer. Manifestement, il s'était fait dans la nuit et la matinée de nouveaux scénarios. Françoise prenait toutes les questions au sérieux. Elle demandait son avis à Simon à propos de ses propres choix. C'était frappant depuis toujours, cette façon qu'elle avait de nous répondre comme à des adultes, des personnes dont la vie comptait et qui pouvaient la faire changer d'avis. Papa jetait parfois un coup d'œil à Blanche, comme s'il veillait à ne pas l'effrayer par nos propos. À un moment, Caro dit: « En attendant, dans ces épreuves, je n'ai jamais eu autant le sentiment d'appartenir à l'île. » On approuva gravement. À la fin, Simon demanda: « Et s'ils viennent à la nage, depuis la pointe de la fumée, ils seront impossibles à repérer, non ?» Rien qu'à son ton, à sa façon d'aborder cette question, je sus qu'il parlait d'un truc différent, qui les concernait directement, qu'il testait un plan. Je n'écoutais même pas les réponses, regardais Blanche, Luna et Hugo, qui avaient pigé, eux aussi. On le connaissait, Simon. Après le déjeuner, on n'alla pas à la réunion. Je ne préfère pas. Ce sont des décisions difficiles, d'adultes, avait dit Françoise. Alors, on prit Simon à part. On lui demanda ce qu'il avait derrière la tête. J'ai suivi Maxence depuis 3 jours. Et maintenant, je sais où il a planqué les combis et les palmes. Et l'arme aussi ? Demanda Hugo. Ouais, c'est un vieux revolver, une antiquité. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les combis. Je vais aller chercher Camille. Il se tourna vers moi. Et Jean. Puis il regarda Luna. Il y a 2 combis, 2 paires de palmes. Tu viens avec moi ? La suite au prochain épisode.